sommes au début du mois de septembre. Et comme chaque année en cette période, la nature s'apprête à nous offrir le plus beau des spectacles. Une étape aussi cruciale qu'intense dans la vie de celui qui règne sur nos grandes forêts. Avec Yannick, un ami d'enfance, on s'est mis en quête de celui qu'on surnomme ici le fantôme des bois. Peu de temps, peu d'occasions pour les grands cerfs d'assurer leur descendance. La difficulté du terrain, la densité des forêts mixtes, sa faible population, des zones immenses à couvrir, tout ça ne nous rendra certainement pas la tâche facile. L'entendre, probablement. Mais l'observer, sans être vu, dans ces forêts dont il connaît les moindres recoins, là, c'est une autre affaire. Beau petit écorçage là. Il a l'air récent, non? On dirait, hein. Et puis il y a quelques griffures quand même là, regarde, tu vois. Ouais. Il y en a une là. S'il y a l'écorçage ici, on a la coulée, parfaite. Donc là, pour toi, c'est un lieu de passage, quoi. Et là, pour moi, là, quand ils partent d'un vallon à un autre, là, tu vois, quand ils traversent ici, là, c'est dégagé en plus. Parce que tu vois, c'est quand même pas mal dense là-bas, c'est pas mal dense en dessous. Là, ici, il a une belle traversée, quoi. Ouais. Ouais. Ah, là, tu vois, là. Celle-là, elle est évidente de marche. Bah, elle est pas toute jeune, hein. Franchement, tu vois que l'arbre, il a déjà bien Là, cicatrisé, mais... Tu vois les entailles. Ouais. Tu vois. Ouais, là, on voit bien, là, il n'y a aucun doute sur celui-là. Tu L'écorce. vois, l'écorce, elle est limée. Tu sais, Ouais. ça fait pas casser, quoi. C'est vraiment, tu vois que ça a été vraiment frotté, là. On est sur la bonne piste, là, Ouais. c'est clair. On est positionné ici. Mhm. Et tout à l'heure, Et le vallon où il y avait l'écorçage, là, voilà, il est c'est là, un là. peu plus bas, c'est dans la partie déboisée, là. C'est le sentier un peu sauvage qu'on a pris. Et après, on est remonté là, nous. Ouais. Et la sente, là, la coulée, on a vu qu'elle remontait là, là. Là où il y a le deuxième écorçage. C'est ça. Moi, je serais d'avis que, tu vois, genre ce soir, là, on se pose avec les tenues ghillie, tu vois, pas dans la zone, pas au cœur de la zone d'activité, là. Ouais, Pour comme pas ça, on les embête pas, on les dérange pas. pas faire de dérangement. Et on se met un peu à l'écart, là, ici. Positionné avec juste en tenue ghillie, un filet ou deux, tu vois. Et juste on fait des écoutes. Et comme ça, après, en fonction de ça, on verra où on pose l'affût. Ok. Le fantôme connaît bien son territoire. Et afin de ne commettre aucune maladresse qui pourrait mettre en péril sa reproduction, il nous faut le connaître aussi. Une rencontre frontale, au cœur de sa zone d'activité, ce serait beaucoup trop risqué. Certes, ce serait la garantie d'obtenir de belles images de proximité, mais à quel prix ? Depuis notre bivouac sur les hauteurs, les sons des rairs rauques et puissants nous parviennent avec une étrange et troublante impression de proximité. Mais l'acoustique des reliefs est trompeuse.
Pour ce premier affût, on décide de ne pas prendre de risques. Nous sommes à distance, sur un lieu de passage. On sait que si la rencontre se produit, elle sera brève et furtive, mais au moins sans conséquence. Les jours se succèdent et nos tentatives d'affût aussi. Beaucoup d'écoute, peu d'observation. Il est principalement actif la nuit, et le jour, les rencontres sont rares. Et pas toujours celles que l'on attend. Cela fait quelques jours que nous observons ces deux jeunes renards. Ils sont de plus en plus autonomes, et pour eux tout semble être un jeu. Leur fougue et leur insouciance sont vraiment communicatives. La fratrie est encore jeune et soudée. Pour l'instant, ils découvrent ensemble leur territoire, mais viendra le jour où chacun prendra son propre chemin. Un chemin qui, dans notre vie, comme dans la nature, détermine l'avenir. Et quoi de plus naturel que de choisir celui que l'on connaît? Celui sur lequel un jour, nous avons été guidés. Ça y est, ça rentre? Oui. Tu sais, pour l'affût, c'est juste on pose les filets pour casser notre forme, pour pas qu'on voit la forme du mal qu'on a. C'est juste pour faire un petit brise-vue, tu sais, l'animal il est pas bête, il va voir le filet. Mais il aura moins peur d'un filet que de s'il voit un humain. Je dis de moi une pierre, il me ramène un rocher. Vers le bout arrondi et là tu vois un petit truc. What, attends. Ah ouais, il est là. Fais voir. Ah oui. Il est sur la petite colline. Ah oui, il descend. Il nous observe, hein. Qu'est-ce que tu dessines de beau, ma choupinette? Un chamois. Un chamois? Oui. C'est celui qu'on a vu sur la crête? Oui. Ce que tu as fait là, ça s'appelle des crochets. Comme tu les as fait là, ils sont fermés les crochets. Alors c'est un mâle ou une femelle? Un mâle. Les crochets ouverts, c'est... Une femelle. C'est bien ma biche. Demain matin, j'espère qu'on va voir le chevreuil derrière. Et j'ai bien... Comme j'ai très bien aimé, c'est quand on a vu les chevreuils juste devant nous. C'était bien ça? T'as envie de les revoir demain? Oui. Généralement, c'est le genre de moment qui reste gravé. Et puis je me dis que si aujourd'hui ils savent, eh bien peut-être que demain ils se souviendront. Il y a ces instants éphémères que la nature nous offre et dont on se sent forcément privilégié. Des instants qui pour moi n'ont de sens
que lorsqu'ils sont partagés et transmis, avec toujours une seule idée en tête. Ouvrir à mes enfants une fenêtre de plus, sur un monde à la fois simple et complexe. Un monde dans lequel ils ne cesseront d'apprendre et sur lequel repose leur avenir. Cet avenir, il en est souvent question. Mais pour moi, il y a une chose qui est sûre. C'est qu'à la croisée des chemins, ils emprunteront celui de leurs plus beaux souvenirs. Pour moi, on ne peut pas être sensible à ce qu'on ne connaît pas. Loin de moi l'idée d'imposer un chemin, mais simplement de montrer qu'il existe. Bien sûr, certains y seront sensibles, et d'autres moins. Mais si on dit que la pomme ne tombe jamais loin du pommier, autant lui permettre de choisir où tomber. Voici l'une des choses que j'ai retenues de ma rencontre avec Eric. Il est instituteur, c'est un passionné, et ce qu'il propose, c'est des alternatives aux méthodes d'enseignement habituelles. L'idée, apprendre au cœur de la nature, donner vie à la théorie, transmettre autrement et conserver ce lien essentiel que nous avons avec la nature. Mais si je gigote même comme ça, c'est mort aussi. Hein. Il y a les petits. Non mais sauf ta main. J'ai trouvé la cachette. On fait pas de bruit et on bouge pas. Et on bouge pas, il faut pas se mettre de parfum et pas de vêtements trop de couleurs. Il faut aussi surtout pas être dans le sens du vent pour pas dégager notre odeur. Ouais. Et pourquoi en fait faut pas le déranger le cerf pendant cette période-là? Parce qu'il peut pas se reproduire après. Et parce que la femelle elle va partir, elle est beaucoup plus attentive que le cerf en cette saison. Du coup, ouais, voilà. Et du coup elle va se reproduire. Et du coup faut attendre longtemps. Voilà, il faut attendre longtemps. Et en plus il faut un seul petit parent, du coup c'est un peu compliqué quoi. Nous, ce qui nous a attirés pour la classe nature, c'est le fait qu'ils aient accès à une pédagogie un petit peu différente et du coup adaptée aux besoins de chacun. Par rapport à ma fille, c'est qu'à un moment donné, elle avait besoin d'aller dehors parce qu'elle avait des angoisses. Ouais. Et elle me disait, papa, quand je vais dehors, je me sens libre et c'est super. Et du coup, quand Eric a proposé cette classe nature, je me dis, tiens, mais avec Anoucha, ça va être super, quoi. Arriver à grandir dans toutes ces dimensions en fait. À la fois sur les programmes qu'on doit tenir en tant qu'enseignant qui sont les mêmes que dans une classe ordinaire, mais aussi en tant que personne, de devenir quelqu'un de raisonnable, qui sait être autonome, qui sait prendre des décisions, qui sait être à l'aise aussi dans un groupe, qui sait se positionner par rapport à l'adulte. Voilà, c'est tout ça et tout ça en lien avec la nature. Le fait qu'il soit un petit effectif aussi sur un effectif comme celui-là, je pense que d'un point de vue pédagogique, c'est une chance. Les apprentissages par des méthodes un peu plus, d'une manière naturelle, enfin faire une cabane. Et du coup, ils apprennent des notions de géométrie autrement, quoi, apprendre autrement. Avec cette médiation-là, on voit qu'ils arrivent à mieux s'exprimer, à s'apaiser, à être souriants. En 10 jours, on a vu des enfants qui se sont métamorphosés. On respire le bon air, on a un bon maître et on apprend à faire des feux, à reconnaître les insectes, les arbres, les animaux. On est dans la nature, on a encore quelques liens avec l'école, mais on est plus dans la nature qu'à l'école.
Mais ce projet-là, comment il t'est venu? C'est quoi qui t'a dit, tiens, je vais faire ce projet-là, je vais faire une espèce d'alternative un petit peu à l'école basique? Il se trouve que j'ai vraiment pas apprécié l'école. Je m'y suis ennuyé. Je trouvais que ça manquait de sens. Ouais. Et comme je me suis retrouvé à un stit, c'est ça qui est étonnant. C'est que tu te retrouves un stit. Je trouve ça génial de pas avoir aimé l'école et de se retrouver à enseigner. Je trouve ça génial. Ouais, mais je suis pas du genre à lâcher l'affaire, donc je voulais que ça change et je voulais pouvoir proposer un enseignement qui soit plus ancré, qui apporte plus de sens, plus de vie, en particulier pour des enfants qui peuvent se retrouver en difficulté scolaire. Est-ce que tu penses qu'après dans l'enseignement type collège, etc., c'est quelque chose qui peut aussi se faire, ça? Ça pourrait se faire. Ouais. Et comment? Parce que moi, personnellement, je sais que la partie scolaire qui m'a le plus fait défaut, c'est le collège. Et je sais que si au collège j'avais une alternative comme celle-là, mais je m'en serais beaucoup mieux sorti. Alors ce que j'envisage, c'est déjà de pouvoir le diffuser le plus possible, le proposer le plus possible, de proposer des outils pour les enseignants du primaire. Mais là, il y a Jean-Noël qui fait une thèse sur la classe et qui est prof de collège. D'accord. Et donc ça pourrait par ricochet faire avancer les choses aussi. Ouais. Parce que le concept, c'est quoi précisément en fait? Il y a l'école normale et il y a certains jours où c'est une école un peu plus particulière, ou est-ce que c'est le matin un enseignement basique et l'après-midi un enseignement nature? C'est un petit peu ce que tu disais au début, sauf que c'est la proportion inversée. À savoir qu'on est 3 jours par semaine en pleine nature et 1 jour par semaine en classe. Okay. Au lieu d'apprendre les choses de manière théorique, on le vit concrètement. On met en place un chapiteau. C'est l'occasion de voir concrètement ce que c'est qu'un rayon, un diamètre, etc. Pour nous adultes, c'est pareil. Quand on nous donne même de superbes conseils, s'ils sont juste oraux, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, même avec la meilleure volonté du monde. Par contre, si on le met en pratique, si on l'expérimente, si on le vit, on le retient durablement. Et en fait, donc, cet enseignement, c'est terriblement efficace. La nature, moi aussi je l'ai découverte étant enfant. La vie m'a amené à prendre une multitude de chemins différents, mais 20 ans plus tard, j'y suis revenu. J'ai moi aussi suivi le chemin de mes plus beaux souvenirs. Ceux où chaque balade en forêt avait un parfum d'aventure. Dans ces lieux de mythes et de légendes, où l'on imaginait facilement les peuples invisibles, des êtres qu'on ne pouvait voir, mais que l'imaginaire, lui, savait décrire. Un monde dans lequel on s'évade, et où l'on use facilement de son pouvoir de figer le temps.
départ, je photographiais des décors. Je découvrais la nature et ses subtilités, la richesse de sa palette de couleurs et bien sûr, son sens aigu de l'harmonie. Ensuite, j'ai cessé d'entendre et je me suis mis à écouter. J'ai arrêté d'apercevoir et je me suis mis à contempler. On n'est pas loin là. Ouais. Ils sont là-haut là. T'as les bouquetins en dessous, tu vois, t'as deux femelles, là, deux étagnes avec le petit. Ça c'est un petit de l'année ça. Il a à peine quelques mois et regarde comment il bouge dans les parois. Regarde comme il se déplace. Incroyable. Et là, tu regardes, 30-40 mètres au-dessus, tu as les chamois. Tu as deux femelles avec, pareil, avec un petit de l'année aussi. Et alors, regarde le petit, comme il suit la mère. Il marche dans ses pas, il mange là où elle mange. C'est vraiment là, il est en plein apprentissage, quoi. Et sa survie cet hiver, elle va dépendre en grande partie aussi de ça, quoi. C'est marrant, hein, t'as vu, regarde comme ils se partagent le territoire. T'as ces deux espèces différentes, dans le même biotope, qui se nourrissent de la même chose. Et regarde, ils vivent ensemble parfaitement, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de... Ils vivent ensemble. Les mâles, ils restent jamais avec les petits? Ah, les mâles, ils sont tous un peu éparpillés à droite, à gauche. Ça va se réunir parce que là on rentre dans une période de rut pour le bouquetin et pour le chamois. Donc après là ça va se réunir, ils vont être un peu tous ensemble. Mais là pour l'instant les femelles généralement elles restent dans leur coin avec les petits quoi. Et bien il y a un bouquetin juste là-bas quoi, au-dessus de la cascade là. Incroyable. Et si on passe par là-bas, là, on peut pas se rapprocher? Non, là, faut attendre un petit peu. Là. Tu vois, là, il vient à peine de voir qu'on était là et tout. Il est juste à côté. C'est lui qui décidera s'il veut se rapprocher ou pas. Et s'il se rapproche pas, on tentera une approche, mais vraiment quand il sera serein, quand il sera posé, qu'il aura confiance en nous. Pour l'instant, c'est trop tôt si on y va tout de suite sur lui là. Ça fait 20 minutes au fait, il fait que manger quoi. Il nous regarde même plus, on fait partie du décor quoi. Ouais mais alors là tu vois les bouquetins en cette période, ils passent leur temps à manger, là ils font des réserves, tu vois, l'hiver va être rude, ils vont
dépensé beaucoup d'énergie cet hiver pour se déplacer, pour chercher à manger. Ils n'auront pas beaucoup à manger, ce sera dur d'accès. Donc là, ils font des stocks. Là. Et chamois et bouquetins, leurs journées, elles sont consacrées à manger, faire des réserves. Tu vois là, on a une dizaine de mètres. Regarde, il fait même plus attention à nous. Il nous a complètement acceptés. On peut même continuer à faire notre vie. On peut, tu vois. Il a compris qu'on n'était pas une menace. Regarde ça, s'il est beau. Alors là, il a le pelage d'hiver. Il est magnifique quand il est comme ça. Voilà, ça y est, là, il va monter. Il va monter. Ah, superbe. T'as vu le bouc? Il a rien. La barbichette. Il a la barbichette. Il a la même que moi. Ouh, belle barbichette. C'est papa. T'as vu? C'est papa, mais en bouquetin. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi, mais nous, on a un rond dans l'œil et eux, ils ont un trait. Ils ont une pupille rectangulaire, ouais. Tu as vu? Il avait quel âge? Alors là, ce bouquetin, je pense qu'il a à peu près l'âge de Marley. Il doit avoir à peu près une dizaine d'années. Et on peut le savoir, on peut s'aider en comptant les petites bosses qu'on voit là sur ses cornes, tu vois. Et approximativement, on arrive à savoir que lui, il a à peu près une dizaine d'années. Et puis vous voyez, les bouquetins, c'est pas comme les cerfs, les chevreuils, etc. Quand on va les voir, il n'y a pas besoin de se camoufler comme je fais avec le chevreuil, de faire très attention à être invisible, etc. Le bouquetin, c'est un animal, on sait qu'il nous a vus quand on arrive, il nous voit de très loin. Et le but, c'est de bien se comporter pour que l'animal nous offre des belles images comme ça. Est-ce que vous avez réussi à le photographier, le cerf? Alors le cerf, oui, on l'a vu, on l'a entendu, j'ai réussi à le filmer, mais on n'a pas réussi à faire de photos. Ça s'est pas exactement passé comme on l'espérait. Alors on est arrivé sur place, comme on le fait à chaque fois, très tôt le matin, avant que le jour se lève. On marche dans le noir pour ne pas allumer les lumières et déranger les animaux. Et là, on arrive à l'endroit où on voulait faire nos prises de vue. Ça se trouvait à la croisée de plusieurs chemins. Comme ça, on s'est dit, peut-être qu'il traversera l'un d'eux et qu'à ce moment-là, on pourra le photographier et le voir. On a commencé à s'installer comme on le fait d'habitude, à se camoufler, etc. Vous savez, on met les filets, on met les cagoules, on ne montre pas notre peau, etc. On fait en sorte de se rendre totalement invisible. Et là, ça faisait 10 minutes qu'on était installés. On commence à entendre les premiers rires.
Et après, il a traversé le chemin. On l'a plus vu, on l'a plus entendu, et on pense qu'il a dû trouver un bel endroit pour finir sa journée. La fin de cette histoire, libre à chacun de la réécrire. Pour ma part, je choisis les valeurs comme héritage. Et n'oublions pas, si les enfants d'aujourd'hui savent, les adultes de demain se souviendront.